Bonjour Ariel. Bonjour Rav. Alors nous avons développé hier l'idée et surtout nous avons justifié l'appartenance de la terre d'Israël aux Juifs et nous en avons tiré des enseignements depuis le Sefer Bereshit. Alors avant de parler du sujet dont on a aussi évoqué l'existence, à savoir pourquoi eh bien nous avons la nécessité de justifier au Goïm cette propriété, on va peut-être résumer en quelques mots la structure du Sefer Bereshit. Voilà, alors en fait, vous pouvez regarder sur votre écran, chers téléspectateurs. Nous avons donc expliqué et résumé les principaux thèmes des parachiotes, des passages de la Torah donc sur le Sefer Bereshit et même le tout début du Sefer Shemot. Alors Bereshit et Noach, c'est donc la création du monde. Et dans notre sujet, à savoir la propriété d'Israël, eh bien Hachem, son créateur, est l'unique propriétaire, c'est-à-dire qu'on démontre que Hachem est le propriétaire du monde. Ensuite, nous avons les deux parachiotes qui parlent d'Avraham Avinu, le premier de nos patriarches. Et là aussi, par rapport à la terre d'Israël, nous avons la promesse d'Hachem de lui donner cette terre et l'énoncé du prix, à savoir le fait d'être étranger puis esclave en Égypte. Ensuite, nous avons les deux parachiotes, Chaye Sarah et Toldot, qui nous parlent du deuxième patriarche, Yitzhak, Avinu. Et là, on voit qu'il est le seul héritier d'Abraham et donc il obtient la propriété de la terre qui a été promise à son père. Ensuite, nous avons les parachas Vayetse et Vayishlach. C'est les parachiotes qui parlent du troisième de nos patriarches, Yaakov Avinu. Et on voit à travers ces deux parachiotes que Yaakov assume ses responsabilités alors que Esav, lui, refuse, y compris le cadeau, à savoir la terre d'Israël, et le prix à payer, l'esclavage en terre étrangère. On voit d'ailleurs que, et on verra pendant les prochaines semaines, que Esav n'en est pas son premier coup d'essai dans le fait de renoncer à ses prérogatives, puisqu'il a renoncé à son droit d'aînesse, et donc il n'est pas à sa première tentative pour ne pas assumer les choses qu'il devait assumer. Par ailleurs aussi, on peut voir qu'il devait épouser Léa et avoir la moitié des tribus qui auraient dû être les tribus d'Yitzhak, puisqu'en fait, ça devait être les descendants d'Yitzhak, à moitié Esav et à moitié Yaakov. Mais tout ça, Esav le remet en cause, il ne veut ni le droit d'aînesse, il ne veut ni la descendance d'Yitzhak, ni la création du peuple qui va hériter de la terre d'Israël. Et donc, c'est à chaque fois, c'est à chaque fois son frère Yaakov qui assume toutes les responsabilités. Et ensuite, on voit que c'est la réalisation de ces responsabilités à travers ses descendants, puisque si on regarde les parachiotes suivantes, Vayeshev et Miketz, c'est des parachiotes qui nous parlent de Yosef, le fils de Yaakov, et de la descente en Égypte, d'abord de sa descente individuelle, et puis ensuite, dans les parachiotes suivantes, Vaïgash et Vaïchi, c'est la descente des frères de Yaakov lui-même, et l'installation de cette famille, qui au départ compte 70 personnes, donc l'installation en Égypte. Les deux parachiotes suivantes, et là on passe au Sefer Shemot, l'Exode. Exactement, nous parle de l'exil et de l'esclavage jusqu'à la mort du dernier frère de Yosef, à savoir Lévi. Les Bnei Israël ne sont pas asservis. Dès lors que Lévi va mourir, ils vont être mis en esclavage, et ceci pour une longue période. Et ce n'est que suite à l'intervention divine par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu que les Bnei Israël vont être libérés. Et ça, comment ils vont être libérés? Nous le voyons, Parashat Bo et Parashat Beshalach. Et donc, au cours de ces parachiotes, on voit que la promesse se réalise, la promesse que Akadosh Baruch Hu donne, la terre d'Israël, aux enfants d'Israël. Donc on voit que la structure est assez limpide. Toutes ces sections, ces parachiotes qui se succèdent, ont une justification par rapport à la terre d'Israël. C'est ce que nous avons vu dans le premier Rashi de la Torah. Et encore une fois, il ne s'agit pas que de cela, puisque nous allons apprendre une multitude de choses, mais c'était quand même intéressant de montrer que s'il y a une seule justification à toutes
ces parachiotes, eh bien cette justification est tout à fait structurée dans le Chumash. D'accord, maintenant la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une justification en fait? Alors en fait c'est vrai, on assez curieux. pourrait dire qu'on nous a donné la terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Israël, nous n'avons aucune justification à donner à personne. Mais en fait ça c'est pas quelque chose de juif, c'est-à-dire que nous, même si on ne se comporte pas toujours très bien vis-à-vis de nous, nous avons comme obligation de nous comporter bien et de manière exemplaire vis-à-vis des autres. Même si nous n'avons pas la nécessité de montrer et de démontrer aux autres peuples que nous en sommes les propriétaires, malgré tout, on doit bien se comporter et dire que si on nous pose des questions, c'est peut-être pas mal de montrer aux yeux du monde entier que nous sommes les propriétaires de cette terre et de nous comporter de manière la plus cordiale avec les autres peuples qui nous entourent. En fait, cette justification, eh bien, on voit que c'est le fil conducteur de toute l'histoire du peuple d'Israël. À chaque instant, les Juifs se sont toujours comportés de manière beaucoup plus humaine que leurs adversaires. Et on voit encore ces derniers mois, tout ce qui s'est passé pendant les conflits qui ont opposé Israël à ses ennemis. On voit avec quelle précaution les soldats israéliens, au risque même de leur vie, ont voulu préserver la vie des autres, et ceci malgré des dangers très très importants. Et tout cela pourquoi ? Parce qu'ils veulent se montrer bien au-dessus de la moyenne vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des peuples qui les entourent. Il reste encore une question peut-être, c'est qu'en fait, vous savez que la Torah, nous on y croit, mais peut-être que les goïms, eux, n'y croient pas. Et si même nous avons, et nous l'avons démontré, nous avons une justification à la propriété, comment essayer de convaincre? Est-ce qu'il est nécessaire et même, est-ce que ça sera efficace de montrer toutes ces preuves aux nations? Oui, parce que je rappelle pour les téléspectateurs de 613 TV qu'on a dit dans des émissions précédentes que la Torah était d'inspiration uniquement divine. Voilà. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut faire croire aux autres nations quelque chose de complètement divin, métaphysique, quoi. En fait, ils peuvent très bien nous dire, mais vous avez inventé la Torah. Voilà. Et si vous avez inventé la Torah, vous avez aussi inventé les justifications et les preuves que la Torah, que Israël vous appartient. Donc en gros, est-ce qu'il y a une façon plus rationnelle, je dirais, de prouver que la terre d'Israël appartient au peuple juif? Alors je dirais que nous avons deux réponses et deux niveaux de réponse par rapport à ça. Premier niveau de réponse, nous avons l'obligation d'agir, mais pas l'obligation de résultat. C'est-à-dire que nous pouvons dire aux nations, voilà, nous avons la preuve comme quoi la terre d'Israël nous appartient. Et ces preuves-là, elles sont inscrites dans la Torah, et vous pouvez les voir, les consulter, cette Torah qui est une Torah multimillénaire, qui nous a été donnée par Dieu et qui n'a jamais été remise en cause. Qu'ils le croient ou qu'ils ne le croient pas, c'est ensuite leur problème. Mais nous, au moins, on leur a donné la preuve à ce que nous revendiquons. Au-delà de ça, nous avons d'autres justifications à apporter toutes ces preuves. C'est que nous avons un certain nombre de nos coreligionnaires, des Juifs qui sont influencés par les idées des nations et les idées qui sont véhiculées. On parlait un peu d'assimilation. Non seulement les gens assimilés, mais les gens qui sont peut-être impliqués dans le combat politique, parfois contre leur propre combat eux-mêmes, c'est-à-dire leurs propres frères, et parfois même contre leur propre terre. Autrement dit, il a toujours existé, et il en existe encore aujourd'hui, des gens qui font partie du peuple juif, et qui malgré tout sont contre l'établissement de la terre d'Israël, sont contre les droits que nous revendiquons sur cette terre. Eh bien, la Torah, elle, est aussi là pour s'adresser à ces gens-là et leur dire peut-être qu'il faudrait, avant de dire à l'ensemble du monde que cette terre n'appartient pas aux Juifs, il faudrait peut-être regarder. Tu as reçu un héritage de tes ancêtres, de tes arrière-grands-parents, de tes grands-parents, de tes parents. Autrement dit, tu as reçu le fait que tu es juif. Religieux, pas religieux, là n'est pas le problème. Quoi qu'il en soit, tu as reçu
une transmission, qui dit que cette terre appartient à ton peuple. Et toi, aujourd'hui, tu renies ce droit et tu le remets en cause. Alors la Torah te dit, avant de remettre en cause ce droit, regarde, essaye d'ouvrir un chumash, parce que ce chumash-là, encore une fois, tes ancêtres, tes grands-parents, tes parents l'ont tenu en main, ils étaient à la synagogue, peut-être que toi tu n'y vas pas forcément toutes les semaines, peut-être que tu n'y vas pas du tout, peut-être que tu n'y crois même pas. Mais au nom de toute cette transmission qui s'est faite depuis tant de générations, il serait peut-être utile que tu t'y penches, et si tu t'y penches, peut-être que tu changeras d'avis. C'est en tout cas ce qu'on invite à faire toutes les personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec le fait que la terre d'Israël appartienne aux Juifs. Et je pense qu'avec cette conclusion, on a terminé tout le développement qu'on a fait sur ce premier Rashi. Ça montre qu'un commentaire de Rashi, le premier de la Torah, mais c'est valable pour tous les commentaires qu'il a fait dans la Torah et au-delà de ça, dans tous les livres saints, eh bien, ça montre que la force d'un commentaire de Rashi est infinie. Un Rashi nous a permis, et encore, on aurait pu en parler beaucoup plus longtemps, mais il nous a permis de faire 2 émissions avec vous, chers téléspectateurs. Merci Rashi. À partir de demain, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir la Parashat Hashavua. Et quand on parle de Parashat Hashavua, on parle beaucoup d'eau, puisqu'il s'agit de Noach et du déluge. À demain.